La troupe du libre arbitre présente. N'en resta plus aucune. Sur l'île des Nonnes, 9 personnes cherchaient le sommeil. Difficilement. 9 personnes se reposaient. 9 petites nonnes et un cadavre. Dans sa jolie chambre au ton pastel, le juge Wargrave se déshabillait et se préparait à se mettre au lit. Il pensait à Edward Seton. Il se souvenait très bien de Seton. Ses yeux bleus, sa façon de vous regarder droit dans les yeux avec un air qui respire la franchise, c'est ça qui a fait si bonne impression sur le jury. Le juge remonta soigneusement sa montre et la posa sur la table de chevet. Il se rappelait avec une parfaite netteté ce qu'il avait éprouvé à siéger là, à écouter, à prendre des notes, à répertorier les moindres indices qui plaidaient contre l'accusé. Passionnant ce procès. La plaidoirie de la défense avait été de tout premier ordre. L'avocat de la couronne, venant après, n'était pas parvenu à effacer la bonne impression qu'elle avait produite. Ensuite, ça avait été à lui de prendre la parole pour formuler ses conclusions. Accusé. Avec précaution, le juge Wargrave ôta son dentier et le mit dans un verre d'eau. Sa bouche prit un pli cruel et avide. Je lui ai bien réglé son compte à Seton. Meurtre d'Edward Seton. Le général MacArthur se tournait et se retournait dans son lit. Il n'arrivait pas à trouver le sommeil. Dans le noir, il voyait sans arrêt le visage d'Arthur Richmond. Arthur. Il l'aimait bien, Arthur, Rudement bien. et il avait été content de voir que Leslie l'aimait bien aussi. Dès le début, ils s'étaient bien entendus. Ils discutaient ensemble théâtre, musique, cinéma. Elle le taquinait, se moquait de lui, et lui, MacArthur, était ravi que Leslie porte à ce grand gosse un intérêt maternel. Maternelle, tu parles. Quel imbécile j'ai été d'oublier que Leslie avait 29 ans. Il l'avait aimée, Leslie. Il la revoyait, avec ses yeux gris profonds et changeants, la masse brune de ses cheveux bouclés. Leslie. Là-bas, en France, dans l'enfer de la guerre, il pensait sans cesse à elle, sortait sa photo de la poche-poitrine de sa vareuse. Leslie. Et puis, il avait découvert le poteau rose. Comme dans les romans. Une erreur d'enveloppe. Elle leur avait écrit à tous les deux, et elle avait mis la lettre destinée à Richmond dans l'enveloppe adressée à son mari. Mon Dieu, ce que ça a fait mal. Et leur liaison durait depuis un certain temps déjà. La lettre ne laissait aucun doute sur ce point. Des week-ends ensemble, la dernière permission de Richmond. Leslie et Arthur. Le salopard. Avec sa bouille souriante, ses « oui, mon général » empressés. Un menteur, voilà ce que c'était. Un type qui volait la femme des autres. Ça avait mûri lentement. Une rage froide, meurtrière. Il avait réussi à se comporter comme d'habitude, à ne rien laisser paraître. Seul Armitage l'avait regardé 1 ou 2 fois d'un air bizarre. C'était un gamin, mais il avait de l'intuition. Peut-être Armitage a-t-il deviné quand l'heure a sonné. Il avait délibérément envoyé Richmond à la mort. Seul un miracle lui aurait permis de revenir indemne. Le miracle ne s'était pas produit. Oui, j'ai envoyé Richmond à la mort. Et je ne regrette rien. Est-ce qu'à la fin de la guerre, Armitage avait parlé ? Leslie n'avait rien su. Il ne lui avait jamais dit qu'il avait découvert son infidélité. Ils avaient repris la vie commune. Mais, Dieu sait pourquoi, elle ne lui avait plus semblé très réelle. Et puis, une double pneumonie l'avait emporté. Cela remontait à bien longtemps. 15 ans 16 ans. Il avait alors quitté l'armée pour venir s'installer dans le Devon. Un joli coin. Parfait pour chasser et pêcher. Le dimanche, il allait au temple. Tout le monde l'avait accueilli à bras ouverts, du moins au début. Par la suite, il avait eu l'impression pénible qu'on chuchotait dans son dos, comme si on avait entendu des racontars, une rumeur mensongère. Armitage ? Et si Armitage avait parlé ? C'était si vieux tout ça, si vain aujourd'hui. Le souvenir de Leslie s'était estompé, celui d'Arthur Richmond aussi. Et voilà que ce soir, une voix avait claironné cette vieille histoire.
Ai-je bien réagi? Garder mon flegme? Manifester les sentiments qui convenaient? Indignation, dégoût, sans prendre l'air coupable ni embarrassé? Arthur Richemont. Difficile à dire. Fichtrement bizarre, cette affaire-là. Cinglée, pour ne pas dire plus. Je me demande quand nous réussirons à repartir. Demain, bien sûr, quand le canot à moteur arriverait. Curieux. Tout d'un coup, il n'avait plus très envie de retrouver la côte, sa petite bicoque, ses ennuis et ses soucis. Quel bruit paisible. Ces vagues. Quel havre de paix. Ce qu'il y a de bien avec une île, c'est qu'une fois qu'on y est, on ne peut pas aller plus loin. On est arrivé à son terme. Au bout de tout. Il comprit soudain qu'il ne voulait plus quitter l'île. Allongé dans son lit, les yeux grands ouverts, Vera Crescent contemplait le plafond. Hugo? Hugo? Comment se fait-il que je te sente si près de moi ce soir? Où était-il en réalité? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je ne le saurai jamais. Il est sorti de ma vie sans se retourner. Inutile d'essayer de ne pas penser à Hugo. Il était près d'elle. Les cornouailles. Les rochers noirs, le sable doré, si doux au toucher. Mrs. Hamilton, toute rondeur et fou rire. Cyril qui l'attirait par la main. Je veux nager jusqu'au rocher, Miss Claythorne. Et elle qui répétait jour après jour. Combien de fois l'ai-je répété? C'est dangereux, Cyril. C'est trop loin. Puis elle levait la tête, croisait le regard de Hugo fixé sur elle. Hugo, le jeune oncle de Cyril, toujours charmant avec elle. Venez faire un tour, Miss Claythorne. Je ne dis pas non. Les promenades en tout bien tout honneur jusqu'à la plage, le clair de lune, la brise de l'Atlantique. Et soudain, les bras de Hugo autour d'elle. Je vous aime. Vous savez que je vous aime, Vera. Oui, elle le savait. Ou du moins, croyait le savoir. Vera se leva. Elle prit le tube d'aspirine sur la coiffeuse et avala 3 comprimés. Elle frissonna au souvenir du visage violacé, convulsé d'Anthony Marston. Moi, si je devais mettre fin à mes jours, je me bourrerais de somnifères. Mais je n'irais pas ingurgiter du cyanure. En passant devant la cheminée, elle leva les yeux vers la comptine accrochée au mur. 10 petites nonnes s'en furent dîner, l'une d'elles but à s'en étrangler. N'en resta plus que 9. C'est horrible, exactement comme ce soir. Pourquoi Anthony Marston avait-il voulu mourir? Elle, en tout cas, elle ne voulait pas mourir. Je n'aurais jamais envie de mourir. La mort, c'était pour les autres. Le docteur Armstrong rêvait. Il faisait une chaleur dans cette salle d'opération, Pas commode de tenir convenablement le bistouri. ce que la lame était bien aiguisée. Facile de commettre un meurtre avec un instrument pareil. D'ailleurs, il était en train de commettre un meurtre. Qui dois-je donc tuer? Le corps de la femme paraissait changé, pas comme à l'époque. Qui dois-je donc tuer? Il n'arrivait pas à s'en souvenir. Pourtant, il fallait qu'il le sache. S'il demandait à l'infirmière. L'infirmière observait. Non, il ne pouvait pas le lui demander. C'était elle qui avait dû parler la dernière fois. Elle essaie de me dire quelque chose. Je fais un malaise, docteur? Docteur? Elle essaie de me dire quelque chose. Cette voix. Je connais cette voix. Mais il fallait qu'il se Je concentre. connais cette voix. Qui était sur le billard? Si seulement il pouvait le voir, ce visage. Emily Brent. Bien sûr. C'est Emily Brent que je dois tuer. Au printemps de la vie, nous sommes déjà dans la mort. Il fallait faire l'anesthésie. Où est l'éther? Qu'avez-vous fait de l'éther, infirmière? Mais où est passée l'infirmière? Il baissa les yeux vers la table d'opération. Ah, mais je savais depuis le début. C'est lui que je dois tuer. C'est Anthony Marston. Vive le crime, à la sienne. Tu dois encore être ivre. Reprends-toi. Tes nerfs ont lâché. Mais Le corps avait encore changé. on dirait l'infirmière de tout à l'heure. Tant mieux, il allait pouvoir lui régler On son dirait compte. l'infirmière de tout à l'heure. L'empêcher d'ouvrir sa grande bouche. Elle essaie encore de me dire quelque chose.
Docteur. 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 Le docteur Armstrong se réveilla en sursaut. Il faisait jour. Le soleil inondait sa chambre. Docteur. Le docteur Armstrong se réveilla tout à fait. Il se mit sur son séant. Qu'y a-t-il, Rogers? C'est ma femme, docteur. Je n'arrive pas à la réveiller. C'est une mûre. Et elle ne m'a pas l'air dans son état normal. Le docteur Armstrong se montra rapide et efficace. Il se drapa dans sa robe de chambre et suivit Rogers. Il se pencha sur le lit où la domestique était couchée sur le côté, apparemment en paix. Il toucha une main froide, souleva une paupière. Est-ce qu'elle est... Oui. C'est fini. Est-ce que c'est son cœur, docteur? Elle était en bonne santé en temps normal? Il y avait ces rhumatismes qui la faisaient bien un peu souffrir, mais... Vous n'avez aucune raison de croire qu'elle souffrait de troubles cardiaques. Non, docteur. Je n'ai jamais été au courant d'une chose pareille. Son sommeil était bon. Elle ne dormait pas tellement bien, non. Elle prenait quelque chose pour dormir? Pas que je sache. Et puis non, je suis sûre que non. Elle n'a rien pris hier soir, docteur, si c'est là la question. À part, bien sûr, ce que vous lui avez donné. Quand, à 9h, le gong annonça le petit déjeuner, tout le monde était levé et attendait déjà depuis longtemps. Blore arriva en dernier dans la salle à manger. Toujours pas de canot en vue. J'ai passé la matinée à guetter. Que pensez-vous du temps? Au beau fixe? Pourquoi, Lombard? Je sens qu'une tempête se lève. Je dis ça? Je ne dis rien. La table était dressée. Du thé, du café et un grand plat d'œufs au bacon les attendaient sur la desserte. Rogers s'effaça pour les laisser s'asseoir, puis sortit en fermant la porte. Cet homme n'a pas l'air dans son assiette ce matin. Le docteur Armstrong, qui se tenait près de la fenêtre, se racla la gorge. Miss Brent, veuillez excuser les éventuelles imperfections du service. Mrs. Rogers n'a pas été en mesure de s'en charger ce matin. Qu'a-t-elle donc encore? Mettons-nous à table, les œufs vont refroidir. Après le petit déjeuner, il y a plusieurs questions dont je voudrais vous entretenir. Ils ne se le firent pas dire 2 fois. On remplit les assiettes, on servit le thé et le café. Le repas commença. D'un commun accord, toute allusion à l'île fut proscrite. Ils discutèrent à bâtons rompus de l'actualité. Nouvelles de l'étranger, exploits sportifs, dernière apparition en date du monstre du Loch Ness. Puis, une fois la table desservie, le docteur Armstrong tout sauta d'un air solennel et prit la parole. J'ai préféré attendre la fin du petit déjeuner pour vous annoncer la triste nouvelle. Mrs. Rogers est morte dans son sommeil. Quelle horreur. Très extraordinaire. 2 morts sur cette île depuis notre arrivée. Terrible coïncidence. De quoi est-elle morte? Impossible à dire comme ça. Il faudra une autopsie. Je ne m'aviserai certes pas de délivrer un permis d'inhumer. J'ignore ce qu'était l'état de santé de cette femme. Elle avait l'air très nerveuse. Et elle a subi un choc hier soir. Il s'agit d'un arrêt du cœur, j'imagine. Son cœur s'est évidemment arrêté de battre. Mais pour quelle raison, c'est là toute la question. Le remords? Qu'entendez-vous au juste par là, Miss Brent? Elle a été accusée, avec son mari, d'avoir délibérément empoisonné sa précédente patronne. Et vous pensez? J'estime que l'accusation était fondée. Confrontée à son crime, elle n'a pas supporté le choc. C'est une hypothèse. On ne peut cependant l'adopter avant d'en savoir davantage sur son état de santé. Appelez cela le doigt de Dieu, si vous préférez. Là, Miss Brent, vous poussez un peu loin le bouchon. Ah oui. Vous estimez donc impossible qu'un pécheur soit foudroyé par le courroux divin? Quoi? Pas moi. Chère mademoiselle, si j'en crois mon expérience de juge, c'est à nous autres mortels que la Providence laisse le soin de condamner et de châtier les coupables. Et c'est un long cheminement semé d'embûches. Il n'y a pas de raccourci. Blore se leva de sa chaise et se mit à faire les 100 pas, en pleine réflexion. Qu'a-t-elle mangé et bu hier soir après être montée se coucher? Rien. Rien du tout. Même pas une tasse de thé? Un verre d'eau? Rogers affirme qu'elle n'a rigoureusement rien avalé. Ça, c'est lui qui le dit. Alors c'est ça votre idée? Et pourquoi pas? Admettons pour l'instant que Rogers et sa bourgeoise ont liquidé la vieille. Qu'est-ce que ça nous donne? Nos 2 lascars se sentaient tranquilles comme Baptiste, ravis de leur coup. Et puis voilà que hier soir,
Une espèce de cinglé anonyme vend la mèche. Que va-t-il se passer? 10 contre 1 que la femme se mettra à table. Vous parlez d'un danger pour son mari? Lui, de son côté, pas de problème. Lui, il mentira jusqu'à plus soif. Mais il ne peut pas être sûr d'elle. Et si elle passe aux aveux, il risque la corde. Alors, il verse une saloperie quelconque dans son thé, histoire de la faire taire une bonne fois pour toutes. Mais il n'y avait pas de tasse vide sur la table de chevet. Il n'y avait rien du tout. J'ai regardé. Évidemment qu'il n'y avait rien. Vous pensez bien que son premier soin, après qu'elle a bu, ça a été de laver la tasse et la soucoupe. Il y eut un silence. Puis, le général MacArthur prit la parole. C'est une possibilité, mais j'ai peine à croire qu'un homme puisse faire ça à sa femme. Quand un homme tremble pour sa peau, ce ne sont pas les sentiments qui l'arrêtent. Désirez-vous autre chose, messieurs, dames? Le juge Wargrave s'agita un peu dans son fauteuil. À quelle heure le bateau arrive-t-il d'habitude? Entre 7 et 8 heures, monsieur. Quelle heure est-il? 10h moins 10, monsieur. Roger s'attendit un instant, sans bouger. Navré pour votre femme, Rogers. Le docteur vient de nous annoncer la nouvelle. Oui, monsieur. Je vous remercie, monsieur. Il sortit, emportant le plat de bacon vide. Le silence retomba. À propos de ce canot. Je sais ce que vous pensez, Mr. Lombard. Blore le fixa. Ils étaient tous les deux sur la terrasse. Je me suis posé la même question. Le canot devrait être ici depuis près de 2 heures. Il n'est pas venu. Pourquoi? Vous avez trouvé la réponse? Ce n'est pas un hasard. La voilà ma réponse. Ça fait partie du plan d'ensemble. Ce canot n'est pas près d'arriver. Tournant légèrement ses épaules carrées, Blore observa d'un air songeur celui qui venait de parler. Vous pensez vous aussi qu'il ne viendra pas, mon général? Évidemment qu'il ne viendra pas. Nous comptons sur ce bateau pour quitter l'île. Tout est là, justement. Nous n'allons pas quitter l'île. C'est la fin, vous comprenez? La fin de tout. C'est ça, la paix. La vraie paix. Arriver au bout de sa route. Ne pas avoir à continuer. Il tourna brusquement les talons. Il marchait d'un pas incertain, comme un homme qui dormirait éveillé. En voilà encore un qui déraille. Ça m'a l'air bien parti pour qu'on prenne tous le même chemin. Pas vous, Blore. Parce que ça m'emboucherait un coin. Il en faudrait beaucoup pour me faire perdre la boule. Je ne vous vois pas non plus prendre ce chemin, Mr. Lombard. Je me sens tout ce qu'il y a de plus sain d'esprit pour l'instant. Je vous remercie. Arrivé sur la terrasse, le docteur Armstrong hésita. À sa gauche se tenaient Blore et Lombard. À sa droite, Wargrave, tête baissée, faisait lentement les 100 pas. Qui choisir? Wargrave? Pourrais-je vous dire un mot, monsieur, je vous prie? Armstrong se retourna. Le visage de Rogers était ravagé de tics. Son teint plombé tirait sur le verdâtre. Ses mains tremblaient. S'il vous plaît, monsieur, je voudrais vous dire un mot. Eh bien, qu'est-ce qui vous arrive? À l'intérieur, monsieur. Par ici, monsieur. Venez, venez par ici. Il se passe des choses que je ne comprends pas, monsieur. Des choses? Quelles choses? Vous allez croire que je suis devenu fou, monsieur. Vous allez me dire que ce n'est rien. Mais il faut trouver une explication, monsieur. Il faut bien y trouver une explication. Parce que ça n'a pas de sens. Si vous me disiez de quoi il s'agit, cessez de parler par énigme. Il s'agit des petits personnages, monsieur. Au milieu de la table. Les petites nonnes. 10, il y en avait. En effet, nous les avons comptées hier soir au dîner. Quand j'ai débarrassé la table, hier soir, il n'y en avait plus que 9. Et puis ce matin, monsieur, je ne m'en suis pas aperçue quand j'ai mis le couvert du petit déjeuner. J'étais bouleversée, j'avais la tête ailleurs, vous comprenez. Mais regardez par vous-même, si vous ne me croyez pas, il n'y en a plus que 8, monsieur. Plus que 8. Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Plus que 8. Le docteur Armstrong sortit de la salle à manger et retourna sur la terrasse. Il hésitait encore. Wargrave? Il n'ignorait pas que le juge possédait un esprit aiguisé et logique. Mais aux yeux d'Armstrong, la situation exigeait un homme d'action. Lombard, je peux vous parler 1 minute? Bien sûr. Les 2 hommes quittèrent la terrasse pour venir s'isoler dans le salon. J'ai besoin d'une consultation. Je n'ai aucune connaissance médicale, mon cher.
Non, je vous parle de la situation générale. Alors là, c'est autre chose. Quelle est votre opinion sur la mort de cette femme? Vous êtes d'accord avec la théorie de Blore? Elle est tout à fait plausible. Prise isolément. Armstrong parut soulagé. Philippe Lombard n'était pas un imbécile. Très juste. C'est-à-dire si on part du principe que Mr. et Mrs. Rogers ont un beau jour commis un meurtre en toute impunité. C'est peut-être plus simple que ça. Ce matin, j'ai demandé à Rogers de quoi souffrait cette Miss Brady. Sa réponse m'a ouvert des horizons. Inutile d'entrer dans des détails techniques, mais on soigne certains cas de troubles cardiaques au nitrite d'amyle. Si on ne l'administre pas en cas de crise, ma foi, les conséquences risquent fort d'être fatales. Pas plus difficile que ça? Oui. Pas de geste criminel à proprement parler. Mais j'y pense. Voilà qui explique bien des choses. Je vous demande pardon? Je veux dire que cela explique l'île des nonnes. Il y a des crimes dont on ne peut pas épingler les auteurs. Exemple, celui des Rogers. Autre exemple, Wargrave, qui a commis son meurtre dans les strictes limites de la loi. Vous croyez donc à cette histoire? Oui, j'y crois. Wargrave a bel et bien assassiné Edward Seton, aussi sûrement que s'il lui avait planté un stylet en plein cœur. Mais il a eu l'intelligence de le faire en robe et perruque, du haut de sa chaise de juge. D'où Mystère Onyme, d'où l'île des nonnes. Armstrong prit une profonde inspiration. Nous arrivons là au cœur du problème. Dans quel but nous a-t-on attirés ici? Après le petit déjeuner, Emily Brent avait proposé à Vera Clayson de retourner sur le promontoire pour guetter le bateau. Vera avait accepté. Le vent avait fraîchi, de petites crêtes blanches apparaissaient sur la mer. Aucun bateau de pêche en vue. Et pas de traces de canot à moteur. L'homme qui nous a amenés hier soir avait l'air d'un individu de confiance. Je ne comprends pas qu'il ait tellement de retard ce matin. Je donnerai cher pour qu'il arrive. J'ai envie de partir d'ici. Si vous croyez que vous êtes la seule, Miss Clayson. Tout cela est tellement étrange, tellement incompréhensible. Je m'en veux beaucoup de m'être laissé berner si facilement. Cette lettre est absurde quand on y regarde à deux fois. Mais sur le moment, le doute ne m'a pas effleuré. Pas un instant. Non, bien sûr. On a trop tendance à estimer que les choses vont de soi. Vera émit un long soupir tremblé. Vous pensez vraiment ce que vous avez dit au petit déjeuner? Soyez un peu plus précise, ma chère. À quoi au juste faites-vous allusion? Vous pensez vraiment que Rogers et sa femme se sont débarrassés de la vieille dame? Personnellement, j'en suis convaincue. Je ne sais qu'en penser. Tout concourt à étayer cette hypothèse. L'évanouissement de Mrs. Rogers, son mari qui laisse tomber le plateau de café, rappelez-vous. Cet air qu'elle avait, l'air d'avoir peur de son ombre. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi effrayé. Elle devait être hantée par le remords. Pensive, Emily Brent semblait s'abîmer dans la contemplation de la mer. Je me souviens d'une phrase de la Bible qui était accrochée dans ma chambre quand j'étais petite. Sache que ton péché te rattrapera. C'est très vrai cela. Sache que ton péché te rattrapera. Revenons un instant sur la terrible coïncidence que sont ces deux morts. Philippe Lombard s'était assis au piano, la cigarette au bec. Je pourrais arriver à croire difficilement au suicide d'Anthony, s'il n'y avait pas Mrs. Rogers. Je pourrais aussi croire facilement au suicide de Mrs. Rogers s'il n'y avait pas Anthony Marston. Je pourrais encore croire que Rogers s'est débarrassé de sa femme s'il n'y avait pas la mort inattendue d'Anthony Marston. Et donc? Pourquoi m'obligez-vous à le dire? Vous l'avez sur le bout de la langue. On les a tous les deux assassinés. Évidemment. Mais alors, Miss Brent? Mais alors, dans ce cas... Oui, ma chère? Les autres? Et les autres, alors? Je ne vous suis pas bien. Toutes les autres accusations? Si c'est vrai pour les Rogers, certaines sont peut-être fondées? Eh bien, prenons ce monsieur Lombard. Il reconnaît avoir abandonné 20 hommes à une mort certaine. Ce n'étaient que des indigènes. Noir ou blanc, nous sommes tous frères. Emily Brent prit plaisir à donner une bonne leçon de morale chrétienne à la naïve Vera. Nos frères noirs, nos frères noirs. Bon sang, je vais me mettre à hurler de rire. Je ne suis pas dans mon état normal. Doctorale, Emily Brent poursuivait. Remarquez, certaines des accusations étaient extravagantes, voire ridicules. La mienne, par exemple. Naturellement, compte tenu des circonstances, je n'ai pas voulu m'expliquer hier soir. Ce n'était pas un sujet à débattre en présence de ces messieurs. Non? Vera était tout oui. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est une théorie qui expliquerait ces deux crimes. Armstrong baissa la voix.
Je peux peut-être vous mettre sur la voie. Et il expliqua comment Rogers lui avait signalé la disparition des 2 figurines de porcelaine. Et il ajouta « Écoutez, 10 petites nonnes s'enfuirent du nid, l'une d'elles but à s'en étrangler, n'en resta plus que 9. 9 petites nonnes se couchèrent à minuit, l'une d'elles à jamais s'endormit, n'en resta plus que 8. » Philippe Lombard sourit et écrasa sa cigarette dans le cendrier. Ça colle bougrement trop bien pour être une coïncidence. Conclusion ? Conclusion, il y a une autre sorte de nonne parmi nous. Une fausse dévote. X. La folle anonyme en liberté. Ah, nous sommes donc bien d'accord. Mais vous voyez ce qui en découle. Rogers nous a juré qu'il n'y avait personne d'autre que nous, sa femme et lui sur cette île. Rogers se trompe. Ou peut-être qu'il ment. Je ne pense pas qu'il mente. Cet homme a peur. Il est aux 3/4 mort de peur. Béatrice Taylor était à mon service. Ce n'était pas une fille comme il faut, mais ça, je m'en suis avisée que trop tard. Elle avait de bonnes manières, elle était très propre et pleine de bonne volonté. En réalité, tout cela n'était que pure hypocrisie. C'était une fille perdue, sans aucune moralité. Au bout de quelque temps, j'ai découvert qu'elle était dans une situation intéressante, comme on dit. Elle avait un dans le tiroir. Ce fut pour moi un choc. D'autant que ses parents étaient des gens très bien, qui lui avaient donné une éducation très stricte. Je suis heureuse de pouvoir dire qu'ils ne lui ont pas pardonné sa conduite. Comment cela s'est-il terminé? Vous pensez bien que je ne l'ai pas gardé 1 heure de plus sous mon toit. Jamais on ne pourra me taxer d'indulgence pour ce qui contrevient à la morale. Oui, mais comment cela s'est-il terminé? Pour elle? Non contente d'avoir un péché sur la conscience, cette créature débauchée en a commis un autre, plus grave encore. Elle a mis fin à ses jours. Elle s'est suicidée? Oui, elle s'est jetée dans la rivière. Il y a une chose à laquelle Onim n'a pas pensé. Quoi donc? Cette île n'est qu'un rocher plus ou moins dénudé. Nous aurons vite fait de la fouiller. Et nous ne tarderons pas à débusquer A.N. Onim. Mais il doit être dangereux. Dangereux? Et qui a peur du grand méchant loup? C'est moi qui serai dangereux quand je lui mettrai la main dessus. Nous avons intérêt à mettre Blur dans le coup. Il nous sera utile pour l'épingler. Quant aux autres, le général est gâteux et le seul talent du vieux Wargrave, c'est l'inertie sentencieuse. Il n'eut pas besoin d'arguments pour exclure les femmes. Bouche bée, Vera contemplait le profil calme et délicat de Miss Brent. Elle pensa au corps de la jeune fille dans la rivière, et elle frissonna. Qu'avez-vous ressenti quand vous avez appris qu'elle avait fait ça? Vous n'avez pas eu de regrets? Moi? Mais je n'avais rien à me reprocher. Mais si c'est votre dureté qui l'a poussée à faire ça? C'est son inconduite. C'est le péché qu'elle avait commis qui l'y ont poussée. Si elle avait agi en fille convenable et réservée, rien de tout cela ne serait arrivé. Elle regarda Vera bien en face. Ses yeux n'exprimaient aucune gêne, aucun remords. Ils étaient durs, pleins de sûreté de soi. Emily Brent trônait au sommet de l'île des Nonnes, engoncée dans son armure de vertu. La vieille demoiselle ne semblait soudain plus du tout passablement ridicule à Vera. Maintenant, elle lui paraissait monstrueuse. La suite.